Bonjour à tous. Les oiseaux marins de la mer de Corail sont à l'honneur dans ce nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. La Nouvelle-Calédonie est un haut lieu de la biodiversité mondiale. Connu pour son lagon inscrit au patrimoine de l'humanité, il offre un immense espace où se nourrissent et se reproduisent des milliers d'oiseaux marins. Un sanctuaire pour les oiseaux marins? Oui, mais pour combien de temps? Ils sont constamment sous pression et doivent sans cesse s'adapter au changement climatique. We as a human, we have to really to look what the damage that we're doing, and we should really try to correct things. And one of this process is to find the birds, and this is my job. Yeah. Quelles sont ces pressions? Sont-ils toujours aussi nombreux? Sont-ils des indicateurs par leur présence d'un écosystème en bonne santé? Des oiseaux rares réapparaissent, est-ce bon signe? La Nouvelle-Calédonie, un sanctuaire pour les oiseaux marins? Réponse tout de suite dans ce nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. Parlons oiseaux marins, et pour ça, rien de mieux que monsieur Pierre Bachy, vice-président de la Société calédonienne d'ornithologie et passionné d'oiseaux de toutes sortes en Nouvelle-Calédonie. Pierre, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous sommes venus te voir car tu as déjà participé à plusieurs missions en Nouvelle-Calédonie autour des oiseaux marins pour les recenser et surtout passer des heures et des heures à les observer. Peux-tu nous faire un petit état des lieux des 25 espèces qui vivent en Calédonie, j'imagine, sur plus de... 25 espèces à vaste répartition régionale, c'est-à-dire qu'on partage la responsabilité de ces 25 espèces avec les différentes régions. Notre zone économique exclusive, elle est immense, du nord au sud, c'est-à-dire des premières terres émergées vers l'Australie, les Chesterfield, jusqu'à Hunter, on a plus de 1000 km. On a une zone de surface d'océan immense par rapport aux têtes d'aiguille que sont les îles où se reproduisent les îlots. Donc les recensements se font essentiellement sur les couples reproducteurs, c'est-à-dire à cet instant critique où une espèce d'oiseau essaye de se reproduire sur la terre ferme et en général le plus loin possible des humains. Alors justement, pourquoi est-ce qu'on peut dire que la Calédonie est un endroit idéal pour tous ces oiseaux marins? C'est parce que proportionnellement à cette surface maritime et même par rapport à la surface terrestre, on a affaire à un désert humain. C'est-à-dire que nos activités de pêche, nos activités humaines sont relativement par rapport à d'autres régions minimes. Ce qui fait que, par exemple, Laurent Bigliola de l'IRD peut trouver des zones pristines, c'est-à-dire quasiment vierges. C'est-à-dire on retrouve des grands prédateurs marins, des requins, d'énormes poissons qu'on ne retrouve plus dans d'autres régions du monde. Ces grands prédateurs expliquent la remontée du menu fretin vers la surface et expliquent pourquoi on a des densités d'oiseaux pareilles. Parce qu'il faut à la fois des terres émergées pour que les oiseaux se reproduisent, mais il faut surtout un substrat alimentaire de proximité. Cette proximité, elle est relative, hein. On a des grands pélagiques qui vont chercher à manger jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres derrière ces terres émergées. Donc ces oiseaux marins, ces oiseaux pélagiques sont soumis à rude épreuve tout au long de leur vie? La vie marine n'est que risque. C'est-à-dire qu'une énorme dépression, un cyclone qui passe en pleine reproduction et on a une année blanche où l'obligation pour les oiseaux de faire ce qu'on appelle une ponte de substitution, c'est-à-dire de repondre, de repartir à zéro. Pierre, je te propose que l'on découvre un reportage tourné dans le Nord avec un jeune doctorant et les gardes nature pour faire un inventaire précis des espèces d'oiseaux marins et sur les lieux faire aussi un constat des perturbations possibles pour pouvoir les anticiper au mieux. On regarde? Absolument, ça ne peut être qu'intéressant.
sur l'îlot Yandagwe et on va venir retrouver l'équipe de l'IRD avec Tristan Bert. Et on va regarder les différents protocoles pour l'observation de la faune de l'îlot. Il y a quelques grands poussards, mais il n'y a aucun jeune. Enfin, aucun petit. J'ai un peu peur qu'avec le cyclone, c'est. Ouais, il n'y a que les plus. Il n'est pas fait du bien, il n'y a que ceux qui se déplacent le plus. Ah, okay. On a vu 4 masqués. Ah ouais, ouais c'est ça, ça reste assez stable. Et un juvénile, du coup. Il de masqué. Ouais. Ah, excellent. J'ai sur les photos, il y a peu de chance que ce soit autre chose. Sur les 2 passages qu'on a fait, effectivement, il y avait le recrutement, il y a eu plus de. On était à peu près à 400-500 individus le premier coup. Et là, le dernier coup, là, je suis monté à 1000. Ouais, mais ça a un effet d'entraînement. Effectivement, il y a peut-être un décalage du coup entre les premiers arrivés. Et... Elle voit qu'il y en a en repro, du coup, ça s'installe. Mais là, c'est sympa, 2 ans de suite, d'avoir la même chose. Bon, du coup, on va faire un petit tour quand même jusqu'à l'endroit où ça dérange. Dans le cadre de ma thèse qui a démarré en septembre, l'IRD a fait un partenariat avec la province Nord Nouvelle-Calédonie, dont le but est de produire un inventaire ornithologique sur les îles basses, donc les îlots coralliens du lagon Nord, sur un certain nombre de communes, donc Koumak, Kalagomen, Poindimier, Yengen, etc. L'idée étant d'arriver à caractériser les populations d'oiseaux marins qui fréquentent ces sites et de relier la distribution des communautés d'oiseaux aux caractéristiques des îlots en termes de milieux, donc d'habitats, de nidification qui sont présents, en termes de présence d'espèces invasives, qu'elles soient animales ou végétales, et également de fréquentation, donc les usages anthropiques qui sont associés aux îlots, qui sont souvent récréatifs. Là, on a une colonie assez importante de sternipés. Donc, ils sont installés sur l'îlot depuis janvier au moins, comme l'ont indiqué les gardes nature. Là, en ce moment, elles sont sur poussins assez grands. Donc, ça veut dire que la reproduction s'est bien passée en dépit de la dépression Huésil qui est passée il y a une semaine et quelques. Et donc, à ce stade-là, les colonies sont encore assez vulnérables au dérangement. Alors, l'îlot est en interdiction de débarquement, donc les gardes nature ont mis le mât quand ils ont constaté la repro. Et là, il y en a encore pour entre 1 et 2 mois probablement de reproduction. Il y a quand même encore des sternes qui sont sur œufs, ce qui veut dire que la dynamique de la colonie est assez bonne. Et donc c'est un site qu'il faut préserver encore pour quelques temps de manière à garantir le succès de la reproduction de ces oiseaux. Là, on va prendre un exemple. Donc là, ce trou-là, c'est un terrier plus fin, ce trou-là aussi. Donc typiquement, tu vas pas aller marcher à cet endroit-là, parce qu'il y a un risque d'écroulement. Quelquefois, c'est compliqué de savoir précisément où marcher, puisque les galeries peuvent être assez alambiquées. La meilleure solution, c'est évidemment d'éviter autant que possible, quand on n'a pas besoin d'y travailler, de se déplacer dans ces colonies, parce que le risque d'effondrer un terrier est jamais totalement nul. Dégager, c'est bien pour eux. Ça leur évite de se scratcher sur les... Tu vois, là, on a un œuf. Ah oui, t'as raison. Tout à fait. C'est pas normal qu'il soit dehors, celui-là. Non, mais comme on disait avec Christophe, cette année encore, on en a vu hors sol des œufs à Devers et à Tiambuen. Il y a des endroits où il y a des fortes densités, mais à Tiambuen, c'est dans de la forêt. Ici, on n'a pas trouvé beaucoup de grandes zones dégagées comme ça, là, sur tout le périmètre, c'est vraiment favorable. Bon. Allez. Un oiseau qui a piqué l'œuf, c'est un râle. Il n'y a pas l'air d'avoir de Bernard sur celui-là. Donc là on s'approche de la colonie, donc là on est vigilant parce qu'on
On voit que les oiseaux commencent à s'alerter, donc on va éviter, je pense, d'aller plus près, quoi. On privilégie l'oiseau aux données. Je vais simplement essayer de passer, mais près du sol, donc pour limiter le dérangement, de façon à voir à quel stade de reproduction elles sont près du mât qui a été posé. On a au moins 3 espèces d'oiseaux marins qui se reproduisent sur l'îlot en ce moment. On a les sternes diamants, sternes huppés en grands effectifs et puffins du Pacifique, donc tous les terriers qu'on a pu voir à l'intérieur de l'îlot. On va se rendre sur le bateau et faire nos décomptages à partir de photographies et d'observations jumelles de la colonie, de façon à limiter encore une fois le dérangement. De cette façon, on a la meilleure vision possible, de manière à avoir de la donnée assez précise, qui permet derrière de savoir quelle taille de population vraiment on a à faire sur ce site-là. En fait, le plus gros danger, ce sont les humains qui peuvent créer le dérangement en amenant par eux-mêmes, en emmenant les chiens, entre autres. Bon, là, il y a un mât, donc l'accès est interdit. Mais lorsque l'accès est autorisé, s'il y a une observation d'une colonie qui est en reproduction, la meilleure attitude, c'est d'éviter de se rapprocher, parce qu'en fait, les oiseaux sont assez craintifs. Donc à partir du moment où ils s'envolent, ils laissent tout seuls les œufs, et en général, les œufs peuvent ne pas aboutir. Donc la meilleure attitude, c'est s'éloigner et observer de loin. Ne surtout pas aller au milieu d'une colonie pour les faire envoler, parce que là, c'est l'échec assuré. Les oiseaux, quand ils sont dérangés, ils ont peur, donc ils s'en vont. Et ils s'en vont sans leurs œufs. Derrière, pour nous, l'idée, d'un point de vue scientifique, c'est de pouvoir comprendre la répartition un petit peu des oiseaux, des communautés d'oiseaux reproducteurs, savoir pourquoi elles nichent à cet endroit-là, et également caractériser les effectifs qui sont présents dans le lagon Nord. Et derrière, pour le gestionnaire, ça permet de proposer, à partir de l'acquisition de meilleures connaissances sur ces milieux, de proposer des leviers d'action de façon à pouvoir modérer telle ou telle pression, qu'elle soit naturelle ou anthropique, la présence d'espèces invasives par exemple, ou essayer de poursuivre la sensibilisation des populations aux problématiques de dérangement par exemple, de façon à améliorer globalement la conservation de ces milieux qui représentent un patrimoine naturel très intéressant pour la Calédonie, puisque c'est des sites qui sont assez uniques par rapport aux espèces qu'on y trouve et aux enjeux de conservation qui sont associés. Pierre, un petit retour, une petite impression sur ce qu'on vient de voir? C'est intéressant, c'est vrai. L'important, c'est que ça soit vraiment comparatif par rapport aux inventaires que la Société calédonienne d'ornithologie avait fait antérieurement en début de provincialisation. C'est intéressant aussi que ça soit doublé par les gardes nature, parce que les gardes nature ont vocation à résider, à rester sur place et à faire en sorte que ces constats, surtout sur les perturbations de nidification, que ce soit des petites sternonéréis, que ce soit des fous, c'est important que les gardes nature puissent intégrer dans leur parcours annuel les risques et de neutraliser ces risques de façon à favoriser ces diverses nidifications. Très bien. Pierre, on comprend aussi que ces oiseaux sont très fragiles et que malheureusement l'homme y est en grande partie tenu pour responsable. Un exemple concret, dernièrement, les sternes qui ont abandonné leurs œufs sur un îlot du Grand Sud, que s'est-il passé? Alors, ça a dû probablement se passer au moment de la fête du Nouvel An.
Qu'est-ce qui s'est passé? Les agents de la province, le 7 janvier, constatent qu'une colonie d'oiseaux répertoriés, avec le mât et le fanion rouge posés sur l'îlot, c'est-à-dire bien visible, a été perturbée pendant les fêtes. C'est-à-dire ils ont observé 2 points feu et plusieurs traces de catamarans. Alors c'est là où je suis un peu colère. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune impossibilité de faire la fête au Nouvel An. C'est la tradition, c'est ok. Mais pourquoi systématiquement vouloir faire la fête sur des îlots et en particulier choisir des îlots fréquentés? L'excuse de l'ébriété, l'excuse de l'alcool n'est une mauvaise excuse. Parce que quand les catamarans sont arrivés, les gens étaient à jeun. On ne navigue pas en état d'ébriété, ça n'est pas possible. On ne peut pas aborder un îlot. Donc ils ont vu les fanions. Ils se sont installés sur place. Et ils ont réussi à perturber une colonie de Dougal de plus de 2000 individus et à provoquer l'abandon de 1500 œufs. 1500 œufs. Qu'est-ce qui s'est passé? Les oiseaux ne sont pas revenus. Les sternes de Dougal, on a eu une très belle colonie qui a commencé en début décembre au Phare Amédée. Il y a eu un flux tendu de visiteurs, de 200 à 300 personnes par jour, sur ce qu'on appelle qui sont passés à 6-8 mètres de la zone de quiétude. Cette colonie de Dougal, il y a eu un succès de reproduction. On a vu après janvier un brutal renfort de sternes de Dougal venant d'autres îlots faire une ponte de substitution. Peut-être originaire de UA, peut-être originaire de... Quand on parle d'une ponte de substitution, c'est-à-dire qu'elles ont été perturbées du coup par protection? Alors de façon massive, la première ponte qui intervient en général au mois de décembre pour la sterne de Dougal. S'il y a une grosse perturbation, ça peut être une perturbation humaine, ça peut être un faucon pèlerin qui décide de taper dans une petite colonie pendant un moment et qui décourage la colonie. Ça peut être un méchant coup d'ouest qui d'un seul coup prend en contre-pied un îlot et ravage la colonie. À ce moment-là, les individus s'en vont et vont essayer de répondre en général au même endroit, assez souvent quand même, vont choisir d'autres îlots pour se reproduire. Très bien Pierre, le message est passé. Une autre question, peut-on dire que les oiseaux marins sont un bon indicateur d'un écosystème en bonne santé? Absolument. La plupart des espèces, on a parlé de plus d'une vingtaine d'espèces qui fréquentent la zone économique exclusive calédonienne. Je parle de la zone, j'ai failli dire le lagon calédonien, mais le lagon calédonien c'est réducteur. La zone économique exclusive c'est une zone immense, je le répète. Les premières terres émergées des Chesterfield à l'extrême nord, c'est-à-dire entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie, qui nous appartiennent, le sud du Vanuatu, la fin de la chaîne volcanique du Vanuatu, c'est-à-dire Matthews et Hunter, l'extrême nord, on a plus de 1000 km, c'est-à-dire on a du nord au sud des différences climatiques énormes. La différence entre les îles basses sur le plan géologique et les îles hautes, Walpole, Matthews, Hunter d'origine volcanique, c'est considérable. On a des différences thermiques. On a des espèces qui se reproduisent quasiment toute l'année au Chesterfield et la même espèce qui a une saisonnalité à l'extrême sud. Et on s'en aperçoit très nettement. Dernièrement, on a retrouvé la présence d'un oiseau observé rarement, grâce à un ornithologue qui parcourt le globe pour photographier et identifier le plus d'oiseaux possible. Je ne vous en dis pas plus, rencontre. Oh, I'm coming from Israel, but I've been in the last 25 years traveling the world, and especially the oceans, reaching many of the world's islands. New Caledonia is a kind of very important station for me, and it's an incredible preserved ocean
We have a good wildlife, and therefore the bird life is just incredible, and the number of species. So this is the place for me. I wish I could stay here forever, but I have many other places to visit, of course, yeah. I'm a hunter. I'm hunting to see and to photograph the birds and to learn about them. This is what I'm hunting for. And usually very good, successful hunters are coming with usually with a lot of a good kill, which I mean, I managed to photograph the birds well, to see them well, study them well, and of course, make sure that I'm not disturbing them as much as possible. I'm spending sometimes days and days, weeks and weeks, if not months, to look after center species. And the ocean is big. 70% of the globe is ocean, and there is very few species, but very special ones. And then you end up with the rarest petrels and stone petrels that you need to document, you need to study, and this could take months, if not years, until you satisfied with the results. It's more than a diamond. When you find a rare petrel, is worse than the whole world for me. It's like because if you find, for example, a lost petrel that has been thought to be extinct, on the verge of extinction, and there is nothing known about it, and if you find it, and you can actually, it's like you putting the first seed that could lead for conserving, because all seabirds around the world are under threat from aliens, predators, overfishing, bycatch, you name it. So we as a human, we have to really to look what the damage that we're doing, and we should really try to correct things. And one of this process is to find the birds, and this is my job, yeah. We are now outside of the lagoon of New Caledonia, 5 miles out. Basically, we are in open ocean. We are now about 500 meter depth, and very rapidly it's break maybe a few miles out. It's already more than 1,000 meter deep, and all this wall that you have here. The drop, very sharp drop, is what create the upwelling of very rich nutrients and lots of different animal, crustaceans and fish, and all this attract the petrels and shearwater. It's very good wind direction coming from the east, more or less. And I think the birds like this kind of wind, about 15 knots at the moment, 15 to 18 knots. Nice little waves, beautiful color of the ocean. This is the right condition. We just have to wait. Sometimes the birds coming just like maybe 1 hour before it's getting dark, so we have to stay here until almost it's dark. Now here waiting already for 2 hours and 15 minutes. Here is it, very close, very close. Very close, you should get it now, please. Michel, you're going to be one of the very few people ever to make a video of that bird. The rarest bird of New Caledonia, Caledonian stone petrel. It's coming in, get ready, he's here. Here is it. Yeah, I got it, it's coming here, not move. It's coming here, it's coming to the boat.
Here is it. He's coming for you here. Get ready here. No, he's here now. Here. To the right. Go back to the slick. Just let it calm down, guys. Yeah. Let it come. Yeah. Let it to get used to. But you must get now shot. Start to shoot. This is the stone petrel, yeah? Caledonian stone petrel. I think it was a brilliant day, another day with these birds, learning a lot. Obviously we are now a few days after the end of a cyclone here, so it's nice to learn about how the birds behave differently in terms of numbers, time of appearance. We can admit a lower number today compared to 2 weeks ago. But we still had a good view of two New Caledonian stone petrels. Really exciting. I mean, every day in the ocean with these birds is really exciting. You learn new things. And what is amazing, the birds came really late today. One from 5 o'clock for 11 minutes and one at 5:45 for some minutes as well. Well, was enough to keep us very happy after a long day, seeing so many seabirds, so many petrels. Wonderful. Thank you, New Caledonia, for looking after your birds. So I will come back here and we'll still enjoy the birds. Thank you. Pierre, doit-on s'alarmer ou au-delà de s'alarmer, est-il déjà trop tard? Alors, il n'est ni trop tard et il n'y a pas de catastrophisme à faire. On connaît depuis que je suis à la Société calédonienne d'ornithologie, on a toujours eu connaissance qu'il y a au moins 3 espèces d'océanites, ce qu'on appelle des pétrels tempêtes, 3 espèces océaniques qui possiblement se reproduisent en Nouvelle-Calédonie. Dans la région, c'est-à-dire si on fait le décompte de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et de nous, il y a au moins 6 espèces de ce qu'on appelle les storm petrels, les pétrels tempêtes. Donc il n'y a pas, contrairement à ce qu'on a fait passer comme information, il n'y a pas un pétrel tempête, on a une demi-douzaine d'espèces qui sont possiblement observables en mer. Le problème, c'est que c'est des espèces qui font 20 à 30 cm. C'est très petit. Elles sautillent sur l'eau, c'est ça qui est vraiment impressionnant. Elles circulent sur les fronts chauds un peu comme les frégates, c'est-à-dire qu'elles suivent les ascendants. Et en plus, les houles de fond ont tendance à faire remonter ce qui l'intéresse, c'est-à-dire qu'elles picorent vraiment en surface des petites animalcules qui sont remontées des fonds. Donc elle a tout intérêt à suivre les tempêtes. Nous, on l'appelle océanite, donc c'est un oiseau de l'océan. Et les gens, les anglo-saxons disent petrel storm, c'est-à-dire le pétrel tempête. Ça reste quand même un point positif, un bon signe de pouvoir les observer de nouveau ici. À mon avis, c'est un excellent signe. C'est la même éthique, et là on peut parler d'éthique, que celle qui est présentée par les Néo-Zélandais. C'est-à-dire que les Néo-Zélandais ont des oiseaux endémiques.
beaucoup d'oiseaux endémiques. Le problème, c'est que sur leur grande terre à eux, ces oiseaux sont menacés. Donc ils ont été obligés de déplacer ces oiseaux endémiques vers des îlots. Mais pour le faire, il a fallu dératiser ces îlots. En dératisant ces îlots, on a eu ce qu'on appelle un effet parapluie. C'est-à-dire qu'on a protégé des espèces terrestres des rats, mais en même temps on a vu, ou on a constaté, que les océanites fréquentaient certains îlots. Elles nidifient dans des petits terriers. C'est des trous de souris. Donc, réussir, ça a été une gageure en 2013, ou à la charnière 2012-2013. On a eu un Britannique qui est venu nous relancer sur le territoire pour les océanites, qui nous a présenté un reportage néo-zélandais sur la façon de nidifier des océanites. Le travail qu'ont fait les ornithologues néo-zélandais pour trouver ces terriers, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il faut chercher à flanc de montagne des trous de souris. Donc c'est un travail énorme. Ce qu'on sait, c'est que les océanites existent. Ce qu'on sait, c'est que existant, elles se reproduisent certainement sur les îlots où il n'y a pas de rats. Ce qui est important pour nous, et ça fait une dizaine d'années que je le dis, c'est de dératiser, d'enlever les rats de certains îlots. On l'a fait, il y a eu un travail énorme de fait depuis le début de la provincialisation et même un peu avant la provincialisation. C'est-à-dire que quasiment tous les îlots du Sud ont été dératisés. C'est l'époque de Mireille Pandolfi. Tous les îlots du Nord ont été presque tous dératisés. C'est le boulot de Julien Baudin-Franceschi de la Société calédonienne d'ornithologie. Avec des fonds, parce que ça coûte de l'argent, avec des fonds PACAR et les subventions de la province Nord. C'est un travail énorme. Et dans l'inventaire qu'on a vu précédemment, j'espère bien qu'il y aura une action pour vérifier la dératisation, c'est-à-dire que îlot par îlot, il faut profiter du moment où on fait les inventaires pour vérifier qu'il n'y a plus de rats. C'est toujours important de le faire. Ce faisant, ne coupe pas tout de suite, ce faisant, moins il y a de rats, plus il y a de probabilité qu'il y ait des nidifications d'océanites. La nidification d'océanites, et plus on arrivera à avoir des observations d'océanites en mer. Mais voir une océanite en mer ne veut pas dire qu'elle se reproduit en Nouvelle-Calédonie. De découvrir, redécouvrir, ou d'observer, ou de nouveau observer ces oiseaux dits rares, est-ce que c'est pas un moyen justement d'encourager les pouvoirs publics à l'échelle locale pour intensifier la protection, malgré déjà tout le travail qui a déjà été fait? Absolument. Mais je pense que souvent on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire que là, il y a eu un article dans les nouvelles où d'emblée on embraye, quelqu'un dans le journal embraye en disant on va capturer les oiseaux et on va leur mettre une balise dessus pour savoir ce qu'ils font. Je pense qu'on inverse le problème, c'est-à-dire qu'on fragilise une espèce peut-être rare en essayant de capturer cette espèce et en lui posant des balises pour savoir où elle va. Si on prend le problème à l'envers, et je préfère l'effet parapluie, si on dératise nos zones et si on fait une observation à distance et si on arrive à observer des terriers d'océanites, à ce moment-là, on aura plus le sentiment d'avoir déjà fait une bonne action, c'est-à-dire on a un énorme caillou, ça s'appelle Walpole, c'est derrière Marais. Derrière Marais, 4 km de falaise. L'île est tout en longueur, elle fait 4 km de long, tout en falaise de 70 mètres à 80 mètres de hauteur. C'est du relief karstique, c'est-à-dire c'est du sédimentaire, c'est bourré d'anfractuosité. Ça va être un travail énorme de dératiser la zone. Il y a 8 ans, on a fait un devis aux affaires maritimes avec un Néo-Zélandais qui est venu pour nous dire combien ça coûterait de dératiser. Il nous a dit, tranquillement, il nous a dit, c'est pas garanti qu'on arrive à dératiser cet énorme massif du premier coup. Mais c'est possible de le faire, ils l'ont fait en Nouvelle-Zélande. C'est un expert de Nouvelle-Zélande qui est venu et il nous proposait quelque chose de pas très cher. Relativement. Relativement à quoi? Relativement à des budgets de recherche. Quand je vois que, pour ne pas le citer, Éric Vidal a réussi à avoir un best de 400 000 € pour étudier le puffin du Pacifique, les zones d'alimentation du puffin du Pacifique. C'est intéressant.
c'est très intéressant. Mais j'aurais préféré que ces sommes soient consacrées à la dératisation de Walpool. Parce que là, on travaille sur la durée. Là, on pourra faire de l'observation. Le plus fin du Pacifique, on parle en millions d'individus. On parle de 500 000 couples reproducteurs. Étudier, mettre des balises sur les oiseaux en une mission marine qui va compter plus de 20 jours de mission marine, qui va mobiliser 10 personnes, qui va poser la balise sur 25 puffins, sur un intervalle de 10 nuits, c'est fragmentaire, c'est épisodique, c'est contre-productif à mon sens. Je préférerais que les sommes d'argent soient consacrées vraiment à des objectifs de conservation, de préservation et de défense, pas uniquement à la recherche pour la recherche. Pierre, merci pour ton point de vue et ton éclairage. Nous, on espère que vous en aurez appris davantage sur les espèces qui nous entourent en Nouvelle-Calédonie, des oiseaux marins. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci de nous suivre et on se dit à bientôt pour un prochain numéro d'Entre Terre et Mer. Ciao!